Salut, bienvenue sur Éthique et Psycho, le podcast qui analyse les oppressions pour mieux les combattre. L'empathie joue un rôle central dans nos vies morales et politiques. Elle nous permet de percevoir la souffrance des autres, de nous en préoccuper, et donc de mettre en place des comportements et des politiques visant à réduire cette souffrance et à éviter de causer du tort. Mais faire de l'empathie le cœur de notre considération morale pose aussi des problèmes. Qu'en est-il des individus pour lesquels nous éprouvons peu ou pas d'empathie ? Quel risque que l'on ferme les yeux sur leur souffrance ? L'empathie n'est ni équitablement distribuée, ni impartiale. Elle repose sur des mécanismes psychologiques et sociaux qui peuvent produire des injustices. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Sama Karaki, docteur en neurosciences, fondatrice du Social Brain Institute, une association qui vise à utiliser les sciences cognitives au service de la justice sociale. Elle est également vulgarisatrice et autrice de plusieurs livres, dont L'empathie est politique, sur lequel je me suis basé pour préparer cet entretien. J'espère que ça vous plaira, bonne écoute. Bonjour et merci beaucoup de venir sur le podcast. La première question pour commencer, pour parler de l'empathie, c'est quoi l'empathie et qu'est-ce que ça n'est pas ? Alors, il y a beaucoup de définitions qui se contredisent selon les disciplines. Donc, on peut penser aux formes rudimentaires qui sont celles du mimétisme, dans lequel il y a une forme de résonance spontanée qui fait qu'on reproduit ce que l'autre est en train de vivre. Mais la définition qui, je pense, qui vient un peu résumer toutes ces nuances, ce serait celle de la capacité de s'identifier au vécu de l'autre, aux affects de l'autre, mais aussi de pouvoir s'imaginer ce que l'autre traverse si on arrive à se projeter dans son vécu. Après, selon les disciplines, on va avoir des définitions qui un peu viennent séparer l'empathie émotionnelle de l'empathie cognitive. Comme il n'y a pas vraiment de vraie dichotomie entre les émotions et la raison, je dirais qu'on peut dire qu'il y a des formes qui sont plus automatiques, plus spontanées. Je vois quelqu'un qui grimace de douleur, je vais avoir la même grimace par résonance, et d'autres qui prennent un peu plus de travail cognitif dans lequel en fait je me projette, donc je fais un raisonnement abstrait, plus élaboré, qui en fait vont prendre un peu plus de temps et un peu plus de coût de travail, d'énergie. D'accord. Et du coup, vous dites que l'empathie, donc c'est pas une boussole morale. Qu'est-ce qui pose problème avec l'empathie ? Alors, premier reproche que nous pouvons faire à la considération de l'empathie comme boussole morale, c'est que c'est justement sa définition. Ça veut dire du moment où c'est une question d'identification, ça veut dire que je ne vais pas en avoir pour ceux et celles à qui je ne m'identifie pas. Et donc, déjà, ça limite à ceux avec qui je partage un vécu, une culture, une expérience partagée qui facilite cette projection-là. Donc, ce qui est quand même complètement logique, qu'on va avoir plus de facilité à s'imaginer ce que vivent des gens de notre âge, de notre vécu, parce qu'on est passé par là, même si c'est toujours approximatif, que de personnes qui vivent des réalités très différentes des nôtres. Et on va en fait considérer parce qu'on est triste pour leur sort que c'est de l'empathie, alors qu'en fait c'est souvent en fait des émotions personnelles qui n'ont rien à voir réellement avec ce que vit l'autre. Donc on est exclu de ces expériences, on fait des fausses identifications. Et d'ailleurs, elle peut, cette empathie, devenir sélective parce que comme c'est une capacité qui est conditionnée par l'attention que je porte sur le vécu de l'autre, parce que pour que je me projette, il faut déjà que je porte mon attention sur l'autre, mais en fait, on ne porte pas notre attention sur tout le monde de la même façon et en même temps et de la même intensité, parce qu'il faut d'abord qu'on interroge qui nous est posé devant les yeux. Et c'est en cela d'ailleurs que je pense que la sélectivité de l'empathie, elle revient plus au cadre médiatique, au cadrage culturel, institutionnel, politique qui nous ont posé certaines vies devant les yeux, devant les sens et qui ont invisibilisé d'autres. Ouais, empathie sélective. Le problème, c'est pas forcément qu'on ait de l'empathie, mais surtout envers qui on n'a pas d'empathie, quoi. C'est ça, c'est le fait qu'il y ait un manque d'empathie envers certains groupes précisément, qui fait qu'on va être indifférent à leur souffrance, quoi. Oui, et d'ailleurs, les gens qui disent j'ai beaucoup d'empathie, ça n'a pas de sens dans dans ce cas-là, Mm. parce qu'il faut dire beaucoup d'empathie pour qui? Et en fait, dans un conflit, on va bien sûr se positionner moralement, et ce positionnement va faire qu'on va s'interroger plus sur la responsabilité des uns plutôt que des autres. On n'a pas la même empathie pour les victimes et les coupables. Et voilà, en cela, à partir de quel moment on considère qu'une victime est victime et une autre est coupable? Parce que dans tout conflit, les deux s'arrachent cette position-là.
Donc, reconnaître qu'on est limité parce qu'on est limité dans notre capacité d'empathie, parce que nous sommes situés quelque part par rapport à ce qui est juste, à ce qui est légitime, à ce qui est tolérable, à ce qui est supportable. Donc oui, il y a des victimes pour lesquelles on a moins d'intérêt. Et ça, ce n'est pas une opinion personnelle. Donc je montre toute une panoplie d'études qui montrent que, par exemple, on a déjà beaucoup moins d'empathie pour des espèces que nous avons considérées comme étant hostiles, comme les requins, les loups, ou d'une façon complètement logique aussi, les animaux que nous ne voyons pas, comme par exemple les animaux du fond océanique, pour lesquels en fait on va avoir du mal parce qu'on n'a pas d'identification à leur vécu. Donc en fait, ça reste quand même une émotion ou en aptitude assez capricieuse parce que pour que je puisse avoir de l'affect pour le sort de certains et certaines, il faut que je les vois, il faut que je les connaisse. Ce qui est d'ailleurs des fois présenté comme une solution. Ça veut dire qu'on va des fois entendre dans des formations sur l'empathie ou des personnes qui appellent à l'empathie dire qu'il faut qu'on aille à la rencontre de l'autre parce que quand on connaît l'autre, on finit par avoir de l'empathie pour son sort. Et moi je dis, ok, mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a la capacité d'aller à la rencontre de tout le monde? Est-ce qu'on peut construire des projets politiques basés sur cette condition-là? C'est-à-dire que pour qu'on puisse émouvoir et organiser et mobiliser, on a besoin que j'ai eu l'opportunité d'avoir été là et d'avoir croisé l'autre. Donc, ça revient à une forme de caprice, de similitude. Il faut que l'autre me ressemble, il faut que je vois en l'autre mon image, il faut que l'autre soit mon miroir pour que je puisse avoir de l'empathie. Même si dans les définitions, c'est souvent se rappeler que l'autre n'est pas moi et que donc il s'agit de son vécu et pas du mien. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire ce travail? Est-ce que je peux vraiment ne pas dire si j'étais à sa place? Et c'est ça qui se produit. Et donc, on n'est pas à sa place. Et encore, voilà, c'est pour moi la question sur laquelle je m'arrête principalement, c'est sur tous ceux qu'on ne voit pas. On n'a pas d'empathie pour ceux qu'on ne voit pas. Et en fait, toutes ces vies invisibles, présentées comme étant banales, comme étant hostiles, des fois, on ne les voit même pas disparaître et donc on ne se mobilise pas pour les protéger. Mm. C'est vraiment, enfin, moi, je m'intéresse pas mal justement à la question animale et quand la première fois que je vous avais entendu avoir ce discours sur l'empathie, j'avais directement pensé aux poissons. Je me suis dit, c'est vraiment, même des fois des discours qui se veulent penser aux animaux, finalement, les poissons, c'est vraiment le bon exemple des individus auxquels on pense jamais. Et je me dis, est-ce que se confronter à l'autre, ça suffit? Parce que on est quand même plus sensible à ceux qui nous ressemblent et le poisson, bah, il pleure pas, il crie pas. On a beau le regarder, bah, On n'a pas réussi à l'anthropomorphiser. Ouais, Oui. ouais, ça, on va être quand même moins, ça sera quand même toujours plus difficile d'avoir de l'empathie, même en le regardant. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas forcément suffisant, quoi. Oui. Ça rejoint aussi en psychosocial, il y a un truc assez important, du coup, qu'on voit souvent, c'est tout ce qui est biais de favoritisme pour un de groupe. C'est à partir du moment où on s'identifie à notre groupe, on aura plus d'empathie pour eux et on va, du coup, ça a aussi des conséquences. Voilà, on va plus leur prêter attention et plus défendre les gens de notre groupe. Oui, oui, en fait, le groupe auquel on appartient, c'est un peu une expansion de soi. C'est la cohérence qu'on a envie de s'attribuer à son propre parcours, à ses propres opinions. On a besoin, en fait, de sentir que nous avons raison. On a besoin de savoir que même quand on fait des choses avec lesquelles on n'est pas très d'accord, on a besoin de comprendre pourquoi on les a fait. D'abord, le premier favoritisme, c'est pour soi, dans le sens où, en fait, la personne avec qui je suis le plus complice, c'est moi-même. Et donc, il y a une forme de prolongation de cette complaisance que nous avons pour nous-mêmes qu'on va un peu étendre au groupe. Et dans le fait, du moment où j'appartiens, donc bien sûr, il y a des bénéfices, hein, il y a des bénéfices d'appartenir à un groupe. Il y a une protection, il y a une réduction de l'incertitude, il y a le fait de, quand on est avec les autres dans un groupe, en fait, le stress, il est moindre. Il y a plein d'avantages sur la santé mentale et même peut-être aussi pour la survie. Dans l'histoire de notre espèce, ne pas appartenir signifiait la mort, hein. C'est parce qu'on était très fragile pour survivre tout seul. Je pense on l'est toujours, mais avec l'illusion qu'on peut s'en sortir. Et ce qui se produit, c'est que mon groupe, comme je le préfère, je vais lui attribuer des caractéristiques plutôt positives, et donc je vais considérer que ses ennemis sont dans le tort. Et donc je vais le considérer beaucoup plus facilement comme victime de ses ennemis, et donc comme étant en légitime défense si jamais il est hostile pour les autres. Et ça se voit à la fois dans l'appartenance à des fans d'équipes sportives, que l'appartenance à des groupes amicaux qui vont avoir, par exemple, dans le cas des groupes appartenant au pouvoir, qui vont avoir beaucoup plus d'aisance à se protéger, à justifier leur acte de délinquance morale, parce que j'appartiens au même groupe et donc j'ai intérêt à le défendre et que même les plus puissants finissent par se considérer victimes, ce qui, voilà, en fait, à quel point, en fait, on est dérouté dans nos propres affects pour venir répondre à un besoin de cohérence.
et un besoin de se voir comme étant dans le bon, dans le juste. Voilà, donc le problème, c'est pas d'aimer les membres de son groupe, le problème, c'est de détester les membres de l'exo-groupe ou de ceux qui sont extérieurs au groupe jusqu'à ne plus avoir de l'empathie pour eux. Et ce que j'ai exposé dans cette partie, c'est que plus on va avoir de l'empathie pour les membres de son groupe, moins on va en avoir pour les groupes adverses. Dans le travail de Hannah Arendt, en fait, elle défend le même point de vue, parce qu'elle était aussi opposée à la considération de l'empathie comme boussole morale, en disant qu'en fait, les sociétés les plus génocidaires avaient beaucoup de l'empathie pour les membres de son propre groupe et se mettaient aussi dans un état de victime qui nécessite qu'elle se protège des autres. Et c'est son travail sur le mal et la banalité du mal, en fait, il montrait que les gens se pensaient dans le juste, se pensaient dans le juste parce qu'ils appartiennent à un même groupe qui dit que voilà, ça c'est ce qu'il faut faire et on se conforme à cela. Donc voilà, c'est ça le danger principal, c'est qu'on finit par déshumaniser l'autre parce qu'on a surhumanisé les membres de son Mm. propre groupe. Ouais, ça me fait penser à ce que vous dites dans le livre, que j'ai trouvé très bien d'ailleurs, l'empathie est politique, voilà, pour le dire, je trouvais ça très chouette. Et ouais, vous dites que du coup, l'empathie, c'est une ressource limitée, quoi. Donc on peut pas avoir une empathie maximale pour tout le monde, quoi. Ça peut pas marcher comme ça. Comme l'attention, comme tout se fatigue en nous, hein. C'est-à-dire que vous travaillez un muscle pendant longtemps, il est fatigué, donc c'est tout à fait logique aussi que même en ayant les meilleures intentions, que notre capacité de faire un raisonnement abstrait, c'est des maths, hein. C'est des mathématiques, c'est quand même épuisant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les personnes qui travaillent dans des métiers exposés à la douleur de l'autre, répétés, comme les métiers du soin ou du journalisme ou du travail social, finissent par avoir un burn-out empathique ou une fatigue compassionnelle. Et vous dites aussi que éprouver de l'empathie ne débouche pas nécessairement sur de l'altruisme. C'est dans quel sens que vous dites ça? Alors, déjà, pour manipuler l'autre, on a besoin d'avoir de l'empathie. Ça veut dire que tous les projets politiques qui se construisent sur l'utilisation d'une émotion de peur, par exemple, ou d'insécurité, en fait, sont aussi qu'on se construit sur une compréhension de là où on est, le peuple. Donc, en fait, c'est de l'empathie. Ce n'est pas une absence d'empathie. Si, tu vois, on parle souvent des pervers narcissiques comme dépourvus d'empathie, mais moi, je me dis, mais en fait, un pervers, pour qu'il puisse manipuler, il a besoin de savoir quels sont les points faibles de l'autre et de savoir en fait comment tirer les fils. Donc ça demande aussi une capacité d'identification que moi je sépare de ce que je ressens comme souffrance de l'autre. Donc, de un, je peux avoir une très forte compréhension de ce que vit l'autre sans que ce soit lié au bien-être et au bien de l'autre. Mais en même temps, le geste altruiste, quand il existe, il peut ne pas passer par l'identification et la résonance émotionnelle. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui a peur, je n'ai pas besoin d'avoir peur avec lui pour pouvoir l'aider. J'ai besoin de comprendre ce qui lui arrive. Mais imaginez que vous venez demander de l'aide en étant enfant et vous dites j'ai un monstre dans ma chambre et que l'adulte ait peur aussi de ce monstre. Donc en fait non, l'adulte il doit se dire si l'enfant fait ça, c'est voilà, mais de venir avec une émotion qui n'est pas la même. C'est pour ça, pour moi, que non seulement je pense que l'empathie ne débouche pas au geste altruiste nécessairement, mais aussi que le geste altruiste n'a pas nécessairement besoin qu'on soit en résonance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des personnes, par exemple, qui sont en études médicales, elles vont de moins en moins avoir de la souffrance vécue à la vue de la souffrance de l'autre, de plus en plus, indépendamment de la qualité du soin qu'ils vont octroyer à ces personnes. Voilà, c'est en cela que je dis on ne peut pas arrêter l'empathie, mais ce n'est pas un lien direct entre ce que je veux réellement faire. Peut-être un dernier exemple, vous êtes au cinéma, vous voyez le personnage souffrir, vous pouvez pleurer par compassion, donc comme patere, sans nécessairement vouloir sauter dans l'écran et aller voir ce que je peux faire pour le personnage. Donc le geste altruiste, c'est autre chose, c'est un registre de l'action. C'est pas un registre de ce qui me traverse comme un phénomène d'affect. Ouais, je trouve c'est vrai que c'est un bon argument. Je trouve que le parallèle avec la médecine ou même même le monstre pour l'enfant, c'est un bon argument, enfin, c'est un bon parallèle. Moi, je suis vraiment d'accord du coup que politiquement, il faudrait pouvoir se dire, bah oui, même si on n'a pas d'empathie, c'est pas grave, on peut se préoccuper de la souffrance des autres. Je trouve, bah, si on revient sur l'exemple des poissons, c'est un bon exemple. On peut se dire, ah, bah, vu tout ce qu'ils subissent, vu tout ce qu'on peut-être qu'on peut se dire que c'est un problème, même si nous, ça nous fait pas grand-chose, quoi. Oui, parce qu'on ne voit pas le poisson souffrir dans les traits de son visage comme on a l'habitude de le voir Mm. sur des humains. Donc, oui.
Je voulais faire un petit passage pour parler de neurosciences parce que du coup, moi de mon point de vue, bon, je connais surtout la psychologie sociale et bah, beaucoup moins les neurosciences et ça m'intéressait du coup justement voilà, d'explorer un peu un côté de la psychologie que je connais moins, quoi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est les neurosciences et aussi qu'est-ce que les neurosciences elles peuvent apporter à la psychologie morale? Alors, les neurosciences sont une branche de la biologie. C'est l'étude des bases biologiques des comportements, donc de la psychologie et les bases biologiques de certains phénomènes de cognition, la mémoire, l'attention. Donc, en fait, comment on va étudier? On a un panel d'outils de plus ou moins avancés, plus ou moins technologiquement précis. Et on a aussi les neurosciences, un peu le domaine duquel je viens, qui sont vraiment les neurosciences liées à la biologie moléculaire. Ça veut dire j'étudie les gènes impliqués dans les comportements. Et ça peut aller aussi jusqu'à l'étude des récepteurs, parce que nous avons des neurotransmetteurs un peu qui transmettent des messages entre les cellules du cerveau. Et il y a beaucoup en fait de laboratoires qui vont en fait dans ce cas être dans ce qu'on appelle la neuropharmacologie. Vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on est en train de dire, bien que il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur l'ocytocine en la considérant comme étant l'hormone de l'empathie parce que elle serait libérée quand les mères enlacent leurs enfants, tout ça. En fait, c'est compliqué aussi de voir des phénomènes qui se produisent dans le cerveau et puis de faire des fois des liens de causalité assez réducteurs. Mais sur la question de l'empathie, il y a eu un moment donné, dans les années 90, cette théorie des neurones miroirs avec la présence de cellules dans le cerveau et des circuits de noyaux qui seraient en fait activés en résonance chez des primates non humains. Par exemple, quand le primate va voir reproduire un geste moteur, il va avoir la même représentation dans ses circuits moteurs. Et on les a appelés c'est comme un effet miroir. On les a appelés les neurones miroirs. On a considéré que c'était le centre de l'empathie, toujours dans cette obsession de localiser les phénomènes de cognition dans des parties du cerveau. Or, d'abord, on s'est rendu compte que c'est en fait, ça n'a rien à voir avec l'empathie comme on l'imagine chez les humains aujourd'hui, parce que c'est un miroir moteur qui apprend l'apprentissage. Ça veut dire, je vous regarde faire, je me représente un peu ce qui se passe, c'est comme ça que je vais apprendre. Donc, ça n'a rien à voir avec le geste altruiste. C'est un peu mimer pour apprendre. Voilà, donc en fait, c'est comme ça qu'on apprend à marcher, à parler, à avoir même des codes de déplacement, de comportement. Et de ces études, en fait, on arrive à des technologies qui vont regarder les représentations partagées dans, par exemple, notamment les circuits de la douleur. Donc, les circuits de la douleur, c'est un circuit qui est assez élaboré, qui est assez bien défini, décrit, parce que c'est un système d'alarme, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est facile à étudier parce que on peut mettre les modèles animaux dans des situations un peu d'alerte et voir s'exprimer voilà, mobiliser l'énergie dans certaines parties du cerveau qu'on va appeler les centres de la douleur. Donc, il y a en fait toute une branche des neurosciences qui s'appelle Pain Studies, ou les études de la douleur. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'encore une fois, les protocoles sont un peu faciles. C'est beaucoup plus facile que, par exemple, étudier le bonheur ou le plaisir, même si le plaisir, il est analysé, mais dans le système de la récompense. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez partagé avec beaucoup d'espèces. Et ce que je vais voir, c'est que, OK, quand moi je vis une souffrance, je vais avoir l'activation de ce circuit et je vais voir comment cette représentation neuronale va être activée quand je vois la souffrance de l'autre. Donc, ce qu'on appelle une représentation partagée, mais atténuée parce que l'autre n'est pas moi. Et c'est comme ça qu'on va analyser est-ce que l'autre, si je le connais ou si je le connais pas, ou si c'est mon ennemi, comment cette représentation partagée va être exprimée. Voilà, donc en fait, ce qu'on va appeler score d'empathie, c'est à quel point il y a une similitude entre ce qui se passe dans mon cerveau ou d'ailleurs dans l'expression de conductance cutanée, hein, de stress vécu, quand c'est ma propre souffrance et quand c'est la souffrance de l'autre. Et on va donc analyser, par exemple, moi je montre ces études pour appuyer la sélectivité de l'empathie en montrant que voilà, je montre des figures de personnes que je connais et des personnes que je ne connais pas, ou dans un contexte ethno-racial, on va voir qu'il y a moins d'expressions de représentation partagée quand l'autre appartient à un groupe ethno-racial que je considère inférieur.
Du coup, ça c'est intéressant, du coup c'est tout le lien avec le racisme. Mais j'allais y venir d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant, le livre c'est un livre de psycho et qui est finalement très politique aussi, ça politise bien la question. Et d'ailleurs, ouais, il y a des causes biologiques, mais il y a aussi un côté social, voilà, le fait que la question du racisme, Oui, en fait, c'est un peu ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'il y a en effet des structures biologiques qui sont instrumentalisées par... déjà, en fait, j'ai du mal à voir une différence entre ce qui est politique et ce qui est biologique, parce que nous vivons dans un monde dans lequel il y a des modes de vie, il y a des choix qui sont imposés, auxquels on se conforme, qui sont beaucoup plus inconscients qu'on aimerait imaginer. Et c'est en fait en cela que notre biologie, elle est socialement construite, elle est politiquement construite. Quand on me dit il y a de la politique dans ton livre, on dit mais oui, bien sûr, parce que je ne peux pas m'arrêter à la biologie. Cette empathie, elle est limitée. La question qui vient après, elle est limitée par quoi? C'est évident que ce sont en fait des moments historiques, des contingences culturelles, des contingences de pouvoir qui vont définir quelles vies nous ont été présentées comme ayant de la valeur et quelles autres n'en ont pas. Donc voilà, on dirait que c'est une infrastructure biologique qui est occupée par les structures politiques. c'est vrai que le débat entre l'inné et l'acquis, il est quand même dépassé. Oui. C'est une interaction des deux, quoi. J'avais une question en sens, mais qui est peut-être une mauvaise question du coup, parce que j'allais demander à quel point les biais de notre empathie, à quel point ils sont biologiques et à quel point ils sont appris socialement. Oui, en fait, mais pas que les biais de l'empathie. Tous les biais sont des simplifications du monde dont on a besoin, parce qu'on ne peut pas, même si on a l'intention de le faire, cette posture critique de soi, de résistance cognitive à soi, n'est pas tenable. Donc, en fait, le biais, il est là du fait de nos limites de rétention de mémoire, de notre limite de traitement de l'information, de notre limite du temps pour le temps que nous avons pour agir et de l'énergie. Et l'énergie parce que on fatigue. Je montre ici des exemples simples, c'est-à-dire qu'on entend un bébé pleurer, on a de l'empathie, et puis en fait le même son est là, mais on nous demande de faire un calcul mental, et hop, en fait on n'a Mm. plus l'espace pour avoir de l'empathie pour le bébé qui pleure. Donc il y a toutes ces limites biologiques qui sont en fait des courts-circuits, pour ne pas dire biais, c'est-à-dire des courts-circuits, des chemins d'automatisation et de simplification du monde qui sont un peu le socle sur lequel viennent s'installer des couches de pouvoir, de domination, et qui donc fonctionnent parce que nous avons l'infrastructure biologique. Sinon, on aurait été critique de tout ce qu'on voit, sinon on aurait pu dire, attends, mais pourquoi je ne vois pas la souffrance? Pourquoi on ne me parle pas de la famille de telle victime? Pourquoi les deux seules victimes, par exemple, si je prends un cas plus récent, pourquoi les deux seules victimes dont on parle aujourd'hui sont Alex Pretty et René Gould? Parce que dans le livre, je parle du syndrome de la victime blanche, par exemple, comme étant la vie blanche perdue, elle est beaucoup plus pleurée, parce qu'on va parler de leur famille, on va parler de qu'ils étaient des gens bien, qu'ils aimaient ci, qu'ils aimaient ça, on va faire le deuil de ces personnes, ce qui suscite plus d'empathie. Et en fait, mais là, je parle pour les gens qui considèrent que leur meurtre était un crime, hein. Je ne parle pas de ceux aussi qui sont dépourvus d'empathie pour ces deux victimes. Mais on va en fait très peu parler de la vie de victimes qui étaient soit noires, soit d'ailleurs les premières concernées par ce qui se passe aux États-Unis, donc des personnes qui sont menacées d'expulsion. Donc en fait, pourquoi on a moins d'empathie? Parce que c'est ce qu'on nous raconte. On ne nous raconte pas assez de choses sur la vie de ces autres personnes. Donc ce qui, à la longue, construit une représentation de l'innocence, l'innocence, donc l'absence de nocivité de ces victimes, comparée à la suspicion naturelle que nous allons avoir de personnes racisées. Ouais, ça, c'est vrai que vous en parlez du coup du côté comment les médias traitent l'information et du coup ouais, il y a peut-être une base biologique qui est que notre fonctionnement, que la manière dont on nous raconte les choses, ben, on sera plus ou moins sensible, on aura plus d'empathie suivant si on personnalise les individus, si on nous montre une victime plutôt que des chiffres et les médias du coup vont jouer là-dessus et ça vous montre bien de comment, certains cas, je pense qu'on le voit encore par exemple sur la question Israël-Palestine, les victimes vont pas du tout être présentées de la même manière. Oui. D'ailleurs, par exemple, on voit là depuis la déclaration du cessez-le-feu, on ne voit plus dans les médias du tout le sujet. Et en fait, même les personnes qui avaient beaucoup d'empathie pour les victimes à Gaza, en fait, sont complètement passées à autre chose parce que ces visages ne sont plus visibles. Donc, en fait, l'empathie est donc conditionnée par la visibilité de l'autre et par son absence. Donc c'est en cela aussi qu'encore une fois, elle n'est pas une boussole suffisante sur sur laquelle on peut se fier. Mm.
Et vous montrez aussi que, du coup, par exemple, les représentations racistes, elles peuvent être présentes très tôt. Je crois que vous dites ouais, dès 3 ans. Et ça, on l'explique comment, par exemple, que les représentations sociales puissent s'acquérir aussitôt. Là, est-ce que c'est plus l'éducation? Est-ce que c'est plus les médias? Qu'est-ce qui fait que ça s'intériorise aussi vite? Je pense que quand on baigne dans une... Alors, c'est une métaphore que j'avais écrite dans Le talent est une fiction, que j'avais lue quelque part, de deux poissons qui nagent dans une eau et ils rencontrent une tortue. La tortue leur dit comment est l'eau. Donc, il y a un des poissons qui dit l'eau, elle est bonne, et puis il continue à nager, et l'autre poisson, il lui dit, mais quelle eau? Parce que, voilà, quand on nage dans une eau, on ne sait pas qu'on est dedans. Et ça, c'est... et on ne sait pas d'ailleurs comment elle est, parce qu'on est dedans. C'est un peu, voilà, quand on respire un air pollué, au bout d'un moment, bah, on ne sait pas qu'on respire un air pollué. Donc, de la même façon, quand on grandit dans une société suprémaciste, bon, bah, ça fait partie de ce qu'on considère comme étant la vie, comme étant le monde. Et les enfants, à 3 ans, ils ont par exemple peur des espèces à qui on leur a dit que ce sont des espèces dangereuses. Et elles aiment les espèces qu'on a présentées comme étant des amis de l'être humain. Ils ont déjà, en fait, vraiment ingurgité en quelque sorte ce qu'on leur a montré comme étant nous et eux, et un peu en fait avec les codes de ce qui est gentil, de ce qui est offensif. Bah, en fait, ils ont intégré leur position dans une hiérarchie sociale. Et c'est voilà, c'est en ça que cet ouvrage qui retrace un peu plein d'études qui détectent le racisme à partir de 3 ans, ça se trouve plus tôt. Mais c'est juste qu'il le situe à cet âge-là parce qu'on peut commencer à voir un positionnement des groupes ethno-raciaux dans une hiérarchie à partir de cet âge-là et des coups des comportements altruistes ou non altruistes liés à cette hiérarchie. Ouais, j'avais noté aussi que du coup, ouais, qu'il faudrait pas résumer l'enjeu politique à un manque d'empathie, donc faut comprendre les structures sociales qui produisent cette empathie. Si on voit l'empathie, voilà, que c'est les conséquences de certaines structures sociales, est-ce qu'on n'a pas des angles morts sur certaines structures sociales qu'il faudrait repenser plutôt que juste dire ah il faudrait plus d'empathie. Oui, mais c'est quoi qu'est-ce qui explique ça? Oui, Est-ce qu'il y a pas de... ouais. alors en fait, si on continue sur le même exemple, l'éducation au racisme, ça veut dire l'éducation à l'antiracisme plutôt, c'est d'expliciter auprès des enfants l'histoire de ces discriminations, avec bien sûr des exercices adaptés à leur âge, parler des vrais problèmes, parler en fait même de d'autres formes de manque d'empathie qui sont par exemple liées au genre ou liées au sanisme ou liées au spécisme, et de parler des vrais problèmes qui créent des hiérarchies, qui déshumanisent, infrahumanisent ou qui objectivisent, parce qu'il faut aussi qu'on sorte de la lecture que humaine. Ben, en fait, c'est beaucoup plus réel, c'est beaucoup plus efficace que de parler d'affect, donc de conséquences. C'est-à-dire, en fait, pour moi, l'empathie est un symptôme, et le manque d'empathie est un symptôme d'une vision du monde qu'il faut en fait plutôt adresser. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment la cause du problème. C'est une vision dans laquelle on nous a appris qu'il y a des vies qui sont plus intéressantes que d'autres, ou il y a des vies qui sont plus morales que d'autres. Donc voilà, c'est ça qu'il faut questionner. Et je m'appuie sur des vraies interventions dans des systèmes scolaires ou dans le système de soins, dans lequel, quand on parle de la question raciste, c'est beaucoup plus intéressant que de dire ayez de l'empathie pour votre patient. Parce que les médecins qui donnent moins de morphine aux adolescents noirs, ils ne se disent pas racistes. Ils jugent d'après leur propre interprétation de la douleur de l'autre. Et en fait, quand on revient à cette histoire de la considération de personnes noires comme ayant moins de sensibilité à la douleur, c'est là où on commence à avoir plus de lucidité par rapport à pourquoi on se comporte comme ça. Et je pense que c'est une voie qui est logiquement beaucoup plus directe pour qu'on questionne nos comportements que en les renvoyant à des affects très singuliers, très subjectifs. Je pense voilà, qu'on ne peut pas construire des projets politiques en se basant sur cette subjectivité-là. Ouais, d'ailleurs, ouais, vous êtes revenu sur le spécisme, du coup, c'est vrai que en fait, c'est quand même un très bon exemple parce que la différence d'empathie qu'on peut voir culturelle, forcément, si on habite en France, ben, on serait scandalisé de voir manger des chats, mais on trouve pas de souci à, voilà, manger des cochons parce que bon, ça se reprend culturellement et ça aurait pu être différent si on avait été dans d'autres cultures.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a toujours cet argument qui est utilisé même par certains courants antispécistes qu'il faut avoir de l'empathie pour ces espèces. Et je me dis que, pareil, hein, je veux dire que ça demande qu'on aille rencontrer toutes ces espèces et qu'on arrive à voir en elles des traits humains. Ça veut dire qu'on trouve dans le chien sa fidélité, sa loyauté, dans le choix, dans l'octopus, on voit aussi dans les cerfs. Et en fait, on continue à rechercher son identique en l'animal. Et je trouve que c'est un argument qui trouve très vite sa limite parce que, alors si je pense vraiment identification, le cochon, génétiquement, il est le plus proche de l'être humain. On a quasiment le même embryon jusqu'à plusieurs jours de processus de grossesse. Donc en fait, l'identification, elle se fait sur des critères complètement culturels et donc aléatoires de ce qu'on va considérer comme étant proche. Si par exemple on va avoir des dessins animés pour les enfants avec principalement des requins, ben, en fait on va aussi peut-être au bout d'un moment crier, ah, les requins sont aussi proches, j'ai envie de les protéger. Mais ce serait encore une fois participer à ce caprice de je ne protège que ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le devoir que nous avons moral envers les autres et envers les espèces qui partagent notre habitat ne soit pas conditionné par l'attachement que nous avons pour elles. Là aussi, pour repolitiser les enjeux, c'est faut voir, on a aussi un intérêt aussi quand on est dans des positions de domination à avoir moins d'empathie. Et là-dessus, il y a des études vraiment intéressantes sur, par rapport aux animaux. Quand on rappelle aux gens le lien entre la consommation de viande et les animaux, ça peut amener à ce que les gens aient moins d'empathie. On va attribuer moins d'états mentaux et moins de considération morale aux animaux. Donc, il faut toujours dire, on a un certain intérêt. Il y a aussi des études intéressantes où on voit que, de manière générale, les gens corrèlent les capacités cognitives et la considération morale, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais en tout cas, c'est ce que font les gens, quoi. Mais quand les gens ont intérêt à ne pas trop considérer certains animaux, le fait de rappeler, par exemple, je sais pas si j'ai bien résumé l'expérience, mais pour un animal fictif, on hausse l'intelligence, les gens vont attribuer plus de considération morale, mais quand on fait ça sur un cochon, bah, la hausse de l'intelligence n'augmente pas les considérations morales. Donc, on a un intérêt aussi, des fois, à avoir moins d'empathie, et donc, ça serait un peu simpliste de se dire, ah, bah, il suffit d'augmenter l'empathie. Oui, mais c'est pas si simple, quoi. Oui, voilà, voilà. Et c'est là aussi, c'est vraiment la limite principale, c'est que ça ne se traduit pas nécessairement par un geste qui remet en question notre rapport à ces... C'est pas lié nécessairement au geste altruiste. D'ailleurs, il y a beaucoup de souffrance qui peut être ressentie pour la souffrance des personnes en situation de précarité qui ne vont pas nécessairement influer sur les comportements de vote ou c'est sur les comportements, sur le rapport que nous avons à à nos propres privilèges. Donc, je pense que c'est un travail qui est autre, qui est séparé, qui n'est pas nécessairement lié. Et même s'il y a des personnes qui disent, moi, le fait d'avoir compris ça, ça m'a permis de faire ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que j'ai vu quelqu'un souffrir, j'ai ressenti qu'il faut que je fasse quelque chose qui s'apparente à de la charité. Ouais. Là, vu que vous venez de mentionner le vote, je voulais justement aller sur ce point-là parce que du coup, il y a toute une partie où vous parlez de la question du vote pour le RN, quoi. Ça, c'est intéressant. Du coup, d'ailleurs, là aussi, il y a des stratégies. Les partis jouent un peu sur ces biais d'empathie pour un peu neutraliser l'empathie envers certaines personnes. Oui, en fait, de plus en plus, on le voit clairement, ce que la stratégie principale de l'extrême droite, c'est de moins parler des intérêts réels des personnes que de les présenter comme étant des victimes potentielles d'un remplacement ou de l'hostilité d'un groupe qui viendrait les menacer physiquement, menacer leur intérêt. Donc, on voit en fait cet favoritisme en groupe parce que j'ai moi-même d'ailleurs eu une réflexion d'une personne avec qui je débattais comme ça dans un contexte pas médiatique, hein, et qui a fini par lâcher mais tu n'es pas une vraie Française, tu es une Française de papier. Donc en fait, il y a toujours en fait dans l'endogroupe, il y a une volonté d'une forme de pureté, c'est pour ça aussi que cette question de souche française fait qu'on a en forme d'élitisme parce qu'on appartient à quelque chose qui serait plus vrai, plus propre et qui donc nous donne une légitimité supérieure aux autres d'avoir certains avantages, ce qui d'ailleurs s'inscrit dans le programme de l'extrême droite. Et cet avantage d'être blanc, dans ce cas, il va venir compenser en quelque sorte un désavantage de classe ou d'autres formes de privilèges. C'est le même levier qu'a utilisé Donald Trump ou qu'a utilisé en général tous les mouvements d'extrême droite à l'échelle universelle, c'est de revenir sur une forme de narcissisme collectif qui est basé sur des questions identitaires, pas sur des questions de privilèges économiques réels. Pour peut-être, on peut dire que bah là, c'est peut-être une autre question. Ben, si on fait ça, c'est parce qu'on ne veut pas adresser notre complicité réelle avec les dynamiques du marché.
Et d'ailleurs, c'est ce que je montre, c'est que les politiques discriminatoires et racistes vont de pair avec des politiques économiquement extrêmement néfastes pour ce même électorat. Donc en fait, tout va se construire sur le sentiment d'insécurité, sur le fait qu'il y a des faits divers qui montrent que l'autre est là pour m'agresser. Et en fait, on voit réellement très peu de différence dans le programme avec les politiques les plus précarisantes pour ces mêmes électorats, qui finalement est le vrai problème matériel qu'ils ont. Ouais, c'est vrai que vous le dites aussi, ouais, que on a de base, on préfère les personnes qui sont considérées comme plus justes, et du coup, on peut biaiser un peu cette empathie pour les personnes justes en faisant, si on fait passer l'autre pour violent, bah, ça peut neutraliser l'empathie, et le fait de criminaliser les personnes racisées, ça joue un peu là-dessus. Ah, on les voit comme dangereux, et donc ça neutralise un peu l'empathie, quoi. Oui, parce qu'on se voit victime de cette violence. Donc, Mm. comme on est victime de cette violence, il faut qu'on soit en légitime défense et il faut qu'on se protège et il faut qu'on les élimine, qu'on les fasse partir. Et en fait, voilà, toute la préoccupation devient centrée là-dessus, avec la recherche de toutes les preuves que ces personnes ils sont violents d'une manière inhérente, soit ayant un projet politique et qui cherchent à m'éliminer. Voilà, on va trouver un peu beaucoup de points communs dans la communication, qu'elle soit états-unienne ou qu'elle soit de l'extrême droite française, en fait, toujours à la diabolisation de l'autre et son essentialisation à un trait hostile et un trait, en fait, qui serait différent d'une manière biologique quasiment, hein, parce que voilà, il y a cette obsession des origines biologiques, de ce qui est vraiment français, de ce qui est vraiment états-unien. Alors, pour le cas des États-Unis, par exemple, c'est encore plus ridicule parce que, de toute façon, il y a des origines pour tout le monde. Mais en fait, on va retrouver que certaines origines seraient considérées comme étant supérieures. Et là, si je reviens à l'histoire, on va retrouver ça, ces théories nordicistes qui signifient qu'il y a des groupes humains qui seraient naturellement supérieurs, intellectuellement, mais aussi moralement. On va se Ouais. laisser tuer par les autres. Mm. Le truc de la victimisation, on le retrouve, c'est vrai que dans beaucoup de discours d'extrême droite, ça peut aller sur le racisme, on le voit effectivement beaucoup, bon, sur l'exagération ou, enfin, ou l'invention des violences, quoi. Bon, l'idée du grand remplacement, ça joue complètement sur voilà, cette idée de menace, mais on le voit aussi je trouve, dans les discours masculinistes, quoi, où ça serait finalement les hommes seraient aussi des victimes. Après, même si on fait au point de Godwin, on pourrait dire pareil avec les nazis. Il y avait aussi les nazis se victimisaient beaucoup. Finalement, c'est assez efficace ouais, comme rhétorique de jouer là-dessus. Oui, Mm. oui, ça marche très bien et ça marche très vite aussi, hein, de s'inventer une origine identitaire supérieure et puis de considérer que cette identité, elle est menacée par la volonté d'un autre groupe pour venir polluer, pour venir remplacer, pour venir diminuer de la qualité de ces... Donc ça, on va le retrouver chez les suprémacistes blancs, on va le retrouver chez les nazis, on va le retrouver chez tous les groupes qui se considèrent en devoir d'éliminer la menace de l'autre qui est différent de soi d'une manière essentielle. J'avais noté, vous y disiez que si notre empathie elle est tellement centrée sur notre groupe, en fait on surestime du coup complètement ce que nous on vit par rapport à du coup voilà, on fait pas gaffe à ce que vivent les autres. Et je trouve qu'il y a des exemples qui montrent à quel point ça peut être un peu démesuré cette focalisation sur nous. C'est quand on fait passer des trucs anodins, genre par exemple quand il y a typiquement sur les manifestations, on va dire ah ben il y a des violences qui sont en fait du violence matérielle et on va se prêter attention à ça et finalement les victimes vraiment directes, on n'y prête pas attention. Aussi par rapport aux animaux, si on revient là-dessus, je trouve qu'il y avait ça de manière encore plus exacerbée où on va dire ah les victimes, il y avait par exemple sur les caillassages de boucherie, bon on peut débattre de si ça peut être une mauvaise idée, mais en tout cas le fait que les gens trouvent ça assez vraiment horrible et on trouve ça tellement grave qu'on ne parle même plus des victimes directes de l'élevage, c'est quand même ça montre bien à quel point on peut te focaliser sur des trucs même anodins tellement les conséquences nous paraissent graves quoi. Si l'empathie est pas si efficace, bah, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire politiquement à la place? Oui, il y a plusieurs niveaux, plusieurs chantiers, je dirais, mais qui ne sont pas des chantiers qu'on doit mener en tant qu'individu. Ça veut dire le lecteur, la lectrice du livre, on va dire, OK, moi, il me reste à faire ci. Parce que le chantier le plus essentiel, le plus gros, c'est un chantier qui concerne les structures médiatiques, culturelles, de ce qu'on met en avant, de ce qui est vu, de ce qui est entendu, les représentations dans le cinéma, dans la littérature, de certains groupes qui finissent par les essentialiser. Donc ça, c'est une responsabilité qui n'est pas du tout individuelle. À l'échelle individuelle, donc en fait, il y a deux choses. Il y a d'abord qu'on apprenne à décrypter, peut-être, quand on est en train de regarder un film ou qu'on est en train de regarder en fait une représentation médiatique d'un conflit, de décrypter un peu ces mécanismes-là. Je sais que même rien qu'en écrivant le livre, ça m'a sensibilisée à une lecture des choix des icônes, des mots. Donc, ça devient en fait comme une forme d'habitude
que je dirais anxieuse, mais qui finit par, c'est pas une vigilance continue, mais on peut aussi apprendre à poser un regard critique, de sorte, voilà, à ne pas laisser les représentations du monde définir comment on se positionne politiquement. Donc, ça nécessite aussi qu'on s'informe d'une manière approfondie. Et ça, c'est un autre travail sur lequel je travaille, c'est-à-dire qu'il y a quand même un rejet de la complexité et un rejet de la recherche de l'histoire et de ce qui entoure en fait les histoires des discriminations. Voilà, donc ça participe aussi au fait qu'on est plus dans un flux d'affect continu dans lequel c'est parce qu'on sent que ça, on se suffit à ses sentiments. Et puis, je pense que le troisième, c'est qu'il faut se dire que soi-même, l'empathie, elle peut devenir tellement fatigante qu'on se ferme à la souffrance des autres. On finit, et ça, c'est un phénomène que j'ai ressenti moi-même, mais aussi que j'ai vu dans beaucoup d'études de ce trop d'empathie qui finit par tuer l'empathie, et ben tuer l'intérêt, tuer l'attention, et au final, on est arrivé pour présenter quelque chose d'intéressant à l'autre. Et en fait, on finit par être dans sa propre détresse personnelle. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait des outils qui nous permettent de digérer les émotions de l'autre. Et ça, bien sûr, je le questionne encore une fois plus dans le milieu du travail. Ça veut dire les personnes qui sont exposées aux souffrances des autres, il faut qu'ils aient des sas de récupération. Il faut qu'on pense en fait à comprendre notre fonctionnement pour dire, ah ok, en fait, quand vous êtes urgentiste, vous avez besoin de respirer entre deux interventions. Voilà, donc en fait, c'est de considérer les mécanismes de l'empathie pour s'octroyer des espaces de récupération pour qu'on puisse revenir voir l'autre et lui donner l'attention légitime, enfin, l'attention qu'il mérite. Alors ma question de fin, qu'est-ce qui vous semble le plus important à connaître pour comprendre les oppressions et les combattre? Je pense qu'il faut vraiment qu'on écoute les personnes qui ont passé du temps, soit à les vivre, les oppressions, soit à les analyser, les décrypter. On ne peut pas se suffire à ses propres jugements subjectifs. Moi, j'espère qu'il y ait un retour à la lenteur de l'analyse du monde. Je ne pense pas pour autant que ce sont les personnes qui ont fait des études qui sont les plus légitimes, parce que les oppressions sont d'abord vécues par des corps et qu'il faut laisser ces corps s'exprimer, parler d'eux-mêmes, soit invités. C'est pour ça que d'ailleurs que j'appelle principalement à ce qu'on délègue en fait les espaces aux personnes qui sont les plus concernées par la souffrance. C'est comme ça qu'on va permettre à ce que leur voix soit vue, soit entendue. Donc, je pense que bien sûr, il y a beaucoup de chantiers, mais pour moi, celui qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est entendu. Et je pense qu'il faut qu'on laisse ces espaces aux personnes qui sont les premières concernées. Peut-être que ça peut être une alternative au cadrage médiatique qui les invisibilise. Bah super, merci beaucoup pour cet épisode.